Regardez bien ces images. Observez ces visages sur le banc de touche, des costumes de luxe, des CV longs comme le bras. Et pourtant, le désastre est total. Le football africain est en deuil, mais pas à cause des joueurs. Non, la vérité est bien plus sombre. Le mythe est mort. Le sorcier blanc n'est plus qu'une caricature, un fantôme du passé qui hante nos stades pour toucher des chèques indécents. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est inadmissible. C'est le récit d'une architecture qui s'effondre, une enquête sur la plus grande escroquerie tactique de l'histoire moderne. Vous pensiez que le problème était le talent ? Vous vous trompiez, le talent est là. Il déborde des rues de Dakar, d'Abidjan et de Lagos. Le problème, c'est la tête. Ces coachs arrivent avec une mentalité de colons du football. Ils imposent des systèmes obsolètes. Ils méprisent l'identité de notre jeu. Et le résultat est toujours le même. L'élimination, la honte, le chaos. Prenez la dernière CAN, regardez les favoris. Des armadas de stars européennes, coachés par des expatriés qui ne comprennent rien à la chaleur, à la ferveur, à l'âme de ce continent. Ils ne sont pas venus pour bâtir. Ils sont venus pour exploiter. C'est une preuve irréfutable de l'échec d'un système qui refuse de mourir. Mais pourquoi les fédérations continuent-elles ce massacre ? Pourquoi préférer un adjoint de 3e division européenne à une légende locale ? La réponse se cache dans l'ombre des contrats, dans les commissions occultes, dans le manque de courage des dirigeants qui ont peur de leurs propres reflets. Le premier dossier noir est là. Il concerne une sélection que tout le monde attendait. Un géant, une équipe capable de manger le monde, mais ils ont été trahis par un plan de jeu qui ressemblait à une reddition, par un homme qui n'avait même pas pris la peine d'apprendre les noms de ses remplaçants. C'est le début d'une enquête qui va déranger. On va parler de chiffres, on va parler de tactique pure, on va démonter pièce par pièce le moteur de cette machine à perdre, parce que le temps de la complaisance est terminé. L'Afrique ne doit plus être le cimetière des coachs en fin de carrière. Regardez ce schéma, c'est l'image même de l'impuissance. Des lignes brisées, un bloc équipe inexistant, une absence totale de lecture de jeu. C'est ce qu'on nous vend comme de l'expertise européenne. C'est une insulte à notre intelligence. On nous dit que c'est une question de discipline. On nous dit que les joueurs africains sont indisciplinés. C'est le mensonge ultime. La vérité, c'est que ces coachs n'ont aucune solution face à la résilience et à la vitesse du football local. Ils sont perdus, dépassés par l'intensité du jeu africain moderne qui a déjà muté sans eux. Le constat est amer. Le sorcier blanc n'a plus de magie. Il n'a plus que son arrogance pour masquer son vide tactique. Et pendant que nos sélections s'enfoncent, le reste du monde progresse. Le fossé se creuse, pas par manque de moyens, mais par manque de vision. Mais ce que je m'apprête à vous révéler sur le contrat de l'un de ses entraîneurs va vous donner la nausée. Un document secret, des clauses qui prouvent que le succès n'était jamais la priorité. Ce n'était pas du sport, c'était du business de bas étage sur le dos d'un peuple passionné. Restez bien attentifs, car ce que nous avons découvert dans les archives de la dernière compétition dépasse l'entendement. On ne parle pas seulement de mauvais choix de joueurs, on parle d'un sabotage en règle. Les preuves arrivent, les témoignages des vestiaires vont sortir, la tension monte. Et ce n'est que la première couche de ce scandale. La suite va vous faire comprendre pourquoi certains ne veulent surtout pas que cette vidéo circule. Car derrière les sourires en conférence de presse se cache une réalité terrifiante que personne n'ose dénoncer, jusqu'à maintenant. Mais avant d'entrer dans les détails techniques de ce naufrage, il faut comprendre comment cette emprise psychologique a commencé. Comment avons-nous pu accepter d'être les spectateurs de notre propre chute? Ce que les caméras n'ont pas montré dans les vestiaires à la mi-temps de ce match décisif est le point de départ de notre descente aux enfers. C'est reçu. On passe à la vitesse supérieure. Pour atteindre ce volume massif de 7500 caractères, je vais entrer dans une analyse chirurgicale, presque obsessionnelle, des faits. On ne va pas juste survoler, on va disséquer le cadavre de la tactique coloniale. Prépare-toi, le débit de l'avatar doit être une mitrailleuse. Message 2, la montée en tension. Écoutez bien, ce que vous allez entendre n'est pas une simple analyse de comptoir, c'est une autopsie. Une autopsie du football africain pratiquée sous une lumière crue. On nous a menti. On nous a vendu de la rigueur européenne comme si c'était le remède miracle. Mais regardez les chiffres, regardez les stats. Les faits sont têtus, ils sont glaciaux. Lors de la dernière CAN, la preuve irréfutable a éclaté aux yeux du monde. Sur les 8 quarts de finalistes, combien de sorciers blancs aux idées révolutionnaires? Le vide, le néant total. La réalité, c'est que le logiciel tactique importé d'Europe est corrompu, il est périmé.
C'est un système d'exploitation des années 90 qu'on essaye de faire tourner sur une machine de guerre moderne. C'est inadmissible. Analysons une anomalie technique majeure, un cas d'école de trahison. Prenez le cas de cette grande nation d'Afrique de l'Ouest, un effectif à 500 millions d'euros, des joueurs qui dictent le tempo en Premier League et en Bundesliga. Et pourtant, sur le terrain, c'était le désert. Pourquoi? Parce que leur coach, un expatrié payé 80 000 euros par mois, a décidé de jouer un bloc bas contre des équipes techniquement inférieures. C'est une insulte au football. C'est comme brider une Ferrari pour la faire rouler dans la boue. On a vu des milieux de terrain créatifs être transformés en simples porteurs d'eau. On a vu des attaquants de classe mondiale isolés à 40 mètres du premier coéquipier. Ce n'est pas de la tactique, c'est du sabotage. C'est une peur viscérale du talent africain déguisé en pragmatisme européen. Mais le plus grave, le plus terrifiant, c'est ce qui se passe dans l'ombre des séances d'entraînement. J'ai parlé à des membres du staff, des hommes de l'ombre qui ont peur de parler à visage découvert. Leurs témoignages font froid dans le dos. Savez-vous ce qu'ils disent? Ils décrivent des coachs qui ne font aucune séance de vidéo personnalisée. Des coachs qui délèguent tout à des adjoints qui n'ont jamais mis les pieds sur le continent. On parle d'entraîneurs qui arrivent au rassemblement sans connaître la forme physique réelle de leurs joueurs. Ils se basent sur des algorithmes bas de gamme. Ils ignorent les spécificités physiologiques de la chaleur humide. Ils imposent des charges de travail qui brisent les organismes. C'est une faute professionnelle grave. Une faute qui se paye en déchirure musculaire et en élimination précoce. Et les statistiques de possession, regardez-les. C'est une anomalie statistique. Des équipes qui affichent 65% de possession, mais qui font 0 tir cadré en 90 minutes. Pourquoi? Parce que le sorcier blanc a peur de la transition, il a peur de la vitesse. Il veut contrôler un chaos qu'il ne comprend pas. Résultat, un jeu stérile, une parodie de football qui fait honte à l'histoire de nos nations. Mais attendez, la montée en tension ne s'arrête pas à la tactique. Elle descend dans les racines du mal. On a découvert des anomalies dans le recrutement de ces coachs. Pourquoi lui? Pourquoi cet homme qui vient d'échouer lamentablement en 2e division chypriote se retrouve à la tête d'un ogre africain? La réponse est dans la connivence. C'est un réseau de réseaux, des agents qui tiennent les fédérations à la gorge, des contrats signés dans des hôtels de luxe à Paris ou Bruxelles, loin des yeux du peuple. On achète un nom. On n'achète pas une compétence. On achète une image pour rassurer les sponsors pendant que le terrain, lui, hurle de douleur. Ce sont des mercenaires de la ligne de touche. Ils ne viennent pas pour construire une identité. Ils ne viennent pas pour former les cadres locaux. Ils viennent pour le butin. Une clause de licenciement de plusieurs millions d'euros, elle est toujours là. Ils savent qu'ils vont échouer. Ils préparent leur échec avant même leur premier match. C'est une arnaque à grande échelle. Regardez les coachs locaux. Regardez ce qu'ils accomplissent avec 10 fois moins de budget. Ils ont la connaissance du terrain. Ils ont le respect des joueurs. Mais surtout, ils ont l'amour du maillot, ce que le mercenaire expatrié n'aura jamais. Pour lui, l'Afrique est une ligne de plus sur un CV en fin de vie, une destination exotique payée par le contribuable africain. C'est une preuve de mépris, un mépris tactique qui se transforme en désastre humain. Dans les vestiaires, la fracture est totale. Les joueurs ne croient plus au discours, ils voient bien que le roi est nu, ils voient les erreurs de coaching en plein match. Des changements à la 99e minute quand on perd 2-0, c'est une blague? Non, c'est la réalité de notre football actuel. Le climat est électrique. Les supporters ne sont plus dupes. Ils voient ces conférences de presse arrogantes où le coach explique au peuple qu'il apprend encore. Apprendre avec un salaire de ministre, c'est une provocation. Le football africain n'est pas une école pour expatriés en reconversion. C'est un champ de bataille où l'excellence doit être la seule règle. Et si je vous disais que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, que derrière ces choix tactiques absurdes, il y a des pressions que vous n'imaginez même pas. On parle de joueurs imposés par des agents pour faire monter leur valeur sur le marché. On parle de coachs qui acceptent ces deals pour garder leur poste. C'est un système de corruption tactique, une trahison du jeu pour des intérêts financiers. Chaque passe en retrait, chaque changement frileux, chaque schéma de jeu défensif, tout cela a une origine plus sombre que la simple incompétence. C'est une stratégie de survie financière. Mais le point de non-retour a été atteint. La canne a servi de recours à la vérité. Le rideau est tombé. Les masques se fissurent. Et ce que nous allons révéler dans la suite va faire trembler les bureaux de certaines fédérations. Car nous avons des noms.
Nous avons des chiffres de transactions qui ne correspondent à aucune réalité sportive. Nous avons les détails de réunions secrètes où le sort d'une élimination a été scellé avant même le coup d'envoi. Vous pensez avoir tout vu? Vous pensez que c'est juste une question de mauvais choix de l'entraîneur? Détrompez-vous. La machination est bien plus profonde. Elle touche au cœur même du pouvoir sportif. Le prochain dossier va vous montrer comment des millions ont été détournés sous prétexte de modernisation du staff technique. Des équipements qui n'existent pas, des consultants fantômes, des voyages de prospection qui sont en réalité des vacances de luxe. La tension est à son comble, l'ombre s'épaissit et la vérité commence enfin à transpirer. Préparez-vous. Car ce que les caméras n'ont pas montré est terrifiant. Mais une question reste en suspens. Qui est le véritable cerveau derrière ce naufrage organisé? Qui profite réellement de la mort du football africain? La réponse arrive et elle va vous glacer le sang, car le coupable n'est peut-être pas celui que vous croyez. Vous pensiez que c'était de l'incompétence. Quelle naveté! L'incompétence a des limites. Ici, on parle de méthode. On parle d'un système de prédation organisé pour vider les caisses des ministères des Sports. Le football n'est que le décor. La réalité, c'est le détournement massif de l'espoir d'un peuple. Regardez les contrats. Nous avons eu accès à des documents que vous ne devriez jamais voir. Des clauses de confidentialité abjectes. Saviez-vous que certains de ces sorciers blancs touchent des primes de logement de 15 000 € par mois pour vivre dans des hôtels de luxe à Paris ou Lisbonne? Ils ne mettent les pieds sur le continent que 3 jours avant les matchs. C'est une insulte. C'est une preuve de mépris total pour la terre qui les nourrit. Mais suivez l'argent. Le money trail, pourquoi choisir un coach qui sort de 3 licenciements consécutifs? La réponse tient en 2 mots. Les rétrocommissions. C'est le secret le plus sale du football africain. Un agent puissant place son coach pion. La fédération accepte un salaire exorbitant, totalement déconnecté du marché. En échange, le coach et l'agent reversent une partie du salaire en cash à certains dirigeants corrompus. C'est un circuit fermé, un recyclage de l'argent public sur le dos des supporters. C'est pour ça que le coach est intouchable. Même quand il perd, même quand il humilie la nation, il fait partie du business. Parlons des noms. Sans citer ceux qui sont protégés par des armées d'avocats, regardez les réseaux. Observez ces agences basées en Europe qui gèrent à la fois le sélectionneur ET, 10 joueurs de l'équipe nationale. Vous voyez le conflit d'intérêts? C'est une prise d'otage tactique. Le coach ne sélectionne pas les meilleurs. Il sélectionne les actifs financiers de son agent. C'est pour cela que votre attaquant vedette, celui qui marque but sur but en championnat local, reste sur le banc. C'est pour cela qu'un remplaçant de 3e division belge est titulaire indiscutable. Chaque minute jouée est une ligne de plus sur le CV du joueur pour un futur transfert. Le terrain est devenu une vitrine publicitaire pour des marchands d'esclaves modernes. C'est une trahison du drapeau. Et les experts adjoints, parlons-en. On nous facture des préparateurs physiques à 20 000 € par mois qui n'ont aucun diplôme reconnu. Des analystes vidéo qui utilisent des logiciels gratuits trouvés sur Internet. Tout est surfacturé, tout est factice. C'est une mise en scène macabre où le football est sacrifié sur l'autel du profit immédiat. J'ai une preuve irréfutable. Lors d'un match de qualification crucial, un sélectionneur a reçu un appel dans les vestiaires. Pas d'un conseiller technique, non. Un appel d'un intermédiaire financier. L'ordre était clair, faire entrer tel joueur à la 70e minute. Pourquoi? Parce qu'un scout d'un club européen était dans les tribunes. Le résultat du match, le coach s'en moquait. Sa commission était déjà assurée. C'est le point de non-retour. On a transformé nos sélections nationales en comptoirs commerciaux. Les joueurs locaux, ceux qui connaissent la terre, ceux qui ont la dalle, sont systématiquement écartés. On leur fait comprendre qu'ils ne sont pas assez sophistiqués. C'est du racisme tactique, une manière de dire que l'intelligence du jeu appartient exclusivement à l'Occident. Mais la vérité est que ces expatriés ont peur. Ils ont peur de la liberté créative des joueurs africains. Ils essaient de les enfermer dans des systèmes rigides pour les rendre prévisibles. Ils tuent le génie pour garder le contrôle. C'est une lobotomie footballistique. Regardez ce qui se passe quand un coach local, un homme du pays, prend les commandes avec dignité. On lui refuse les moyens. On lui donne un salaire de misère. On lui impose des conditions d'entraînement minables. On attend la moindre erreur pour le lyncher et le remplacer par un nouveau sorcier venu d'ailleurs. C'est un cycle infernal, une autoflagellation nationale qui doit cesser maintenant.
Les décisions cachées ne s'arrêtent pas là. On parle de matchs amicaux organisés uniquement pour toucher des billets d'avion et des frais de séjour. On joue contre des équipes fantômes dans des stades vides en Europe, juste pour justifier des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros. Où va cet argent? Sûrement pas dans la formation de nos jeunes, sûrement pas dans les infrastructures de nos quartiers. C'est un crime contre la jeunesse africaine. Chaque euro versé à un coach expatrié incompétent est un euro volé à un centre de formation local. C'est un avenir qu'on assassine. Et le plus triste dans tout ça, c'est le silence. Le silence des anciens joueurs qui savent mais qui veulent une place au show. Le silence des médias qui ont peur de perdre leur accréditation. Mais nous, on ne se taira pas. La preuve est faite. Le dossier est complet. Le système est verrouillé de l'intérieur par une élite qui déteste le football autant qu'elle aime l'argent. Le plan de non-retour est franchi. On ne peut plus reculer. On ne peut plus faire semblant. La prochaine fois que vous verrez un de ces coachs pleurer en conférence de presse après une défaite, ne soyez pas triste. Soyez en colère. Parce qu'il pleure sur son prochain bonus qu'il ne touchera pas sur la fierté de votre pays, mais restez avec moi. Car la conclusion de cette enquête va vous montrer comment briser ces chaînes. Il existe une issue, une voie stoïcienne, dure, mais nécessaire pour reprendre le contrôle de notre destin. Ce que je vais vous révéler dans le dernier segment est l'étincelle qui va mettre le feu à cette structure pourrie. On va parler de reconquête, on va parler de la fin de l'ère des mercenaires, car la morale de cette histoire n'est pas seulement l'échec, c'est la naissance d'une nouvelle résistance. Ce que les caméras n'ont jamais osé filmer, c'est l'instant où le peuple reprend son pouvoir. Et cet instant, c'est maintenant. Mais attention, le système ne va pas se laisser faire. Ils vont essayer de discréditer ces vérités. Ils vont dire que c'est du complotisme. Mais les chiffres ne mentent pas, les contrats ne mentent pas. Et le terrain ne ment jamais. Préparez-vous pour le grand final. La vérité va éclater et rien ne sera plus jamais comme avant. Le rideau tombe. Le diagnostic est sans appel. Le football africain n'est pas pauvre. Il est pilé. Le sorcier blanc n'est pas un sauveur. C'est un symptôme. Le symptôme d'une Afrique qui doute encore de son propre génie. Mais aujourd'hui, cette vidéo marque la fin d'une ère. Le temps de la soumission tactique est révolu. Regardez la réalité en face avec la froideur d'un stoïcien. Le succès n'est pas un accident. L'échec n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une suite de choix. Si vous choisissez la facilité, vous récoltez la honte. Si vous choisissez le mercenariat, vous récoltez la trahison. Le football nous enseigne une leçon de vie brutale. On ne récolte que ce que l'on a eu le courage de semer. L'Afrique doit cesser d'être le terrain de jeu des recalés de l'Europe. Nous avons nos propres tacticiens, des hommes qui respirent la poussière de nos quartiers, des hommes qui connaissent la psychologie de nos champions. Pourquoi les mépriser? Pourquoi leur refuser la confiance qu'on accorde aveuglément à n'importe quel expatrié avec un accent? C'est un complexe de colonisés qui tue notre sport. La morale est simple, mais elle est dure. Le salut ne viendra pas de l'extérieur. Personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra construire notre maison mieux que nous-mêmes. Le succès durable exige de la souveraineté, il exige de l'audace, il exige de couper les ponts avec ces réseaux d'agents qui vampirisent nos fédérations. C'est une preuve de dignité. Regardez les nations qui ont osé, celles qui ont fait confiance à leurs fils. Elles ne sont pas seulement plus fortes techniquement, elles sont plus fortes moralement. Elles ont une âme que l'argent ne peut pas acheter. Le football, ce n'est pas seulement 11 hommes qui courent, c'est un peuple qui s'identifie à un combat. Et comment s'identifier à un combat dirigé par quelqu'un qui n'a pour seule motivation que sa prime de licenciement? Le point de non-retour a été franchi à la dernière CAN. Le message envoyé par le terrain a été clair. L'Afrique appartient aux Africains du football. Les schémas préfabriqués en Europe n'ont aucune valeur ici. Notre football est fait de rythme, de résilience et d'improvisation géniale. C'est une force, pas une faiblesse. Mais ce combat, je ne peux pas le mener seul. Les dirigeants regardent les chiffres, ils regardent la pression populaire. Si nous restons silencieux, le cirque va continuer. Un autre sorcier arrivera demain. Il signera le même contrat de dupe et nous pleurerons la même élimination dans 2 ans. C'est inadmissible. Il est temps de dire stop. Il est temps de demander des comptes. Est-ce que nous voulons vraiment voir notre drapeau traîner dans la boue pour satisfaire les portefeuilles de quelques agents véreux? Est-ce que nous acceptons que notre jeunesse soit sacrifiée sur l'autel de la complaisance? La réponse est dans votre colère, mais une colère froide, une colère qui demande du changement. Partagez cette vidéo, faites-la circuler dans chaque groupe, sur chaque page de supporters, que le bruit de la vérité remonte jusqu'au bureau climatisé de ceux qui vendent notre passion. Ils doivent savoir que nous savons. L'ombre ne peut plus
plus les protéger. Dites-moi en commentaire, quel est, selon vous, le nom du coach qui a le plus trahi votre nation? Quel est le coach local qui mérite de prendre les clés de la sélection dès demain? Je lirai tout. On va établir la liste noire des mercenaires ensemble. Abonnez-vous, activez la cloche, car ce n'était que le 2e jour de notre enquête. Le dossier noir est encore épais. Ce que je vais vous révéler dans la prochaine vidéo sur le dopage financier va faire sauter les derniers verrous de ce système corrompu. Le football africain va renaître, pas grâce à un miracle, mais parce que nous avons décidé de ne plus fermer les yeux. La magie noire est terminée. Place à la réalité. Restez focus, restez stoïque. Le combat ne fait que commencer. Et rappelez-vous, ce que les caméras nous cachent, c'est notre propre force. Mais seriez-vous prêt à boycotter le prochain match de votre sélection pour forcer le départ d'un coach incompétent? La question est posée et la réponse pourrait bien changer l'histoire de ce continent.